Anne-Sophie, je te donne la parole pour une quinzaine de minutes. Je te remercie. Oui, moi je vous emmène à Roubaix, donc que vous connaissez sûrement très bien. Je vais quand même reposer le contexte. Roubaix, il faut se rappeler que c'était le fleuron de l'industrie textile, il y a plus de 100 ans, que c'est le berceau de très belles fortunes françaises, qui a un patrimoine architectural quand même assez incroyable. Et quand on arrive dans les années 2000, c'est devenu la ville la plus pauvre de France. Pour vous donner, continuer dans les beaux chiffres, là on a 46% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc sur 103 000 habitants, ça fait un petit paquet de monde. Une vraie difficulté qui se cumule aussi avec une ville qui possède 15 hectares de friche. Voilà. Donc on en a sous le pied. Et ce qui nous porte dans cette ville, je ne suis pas originaire de Roubaix, mais je suis tombée sous le charme, et oui, incroyable. Au-delà, en fait, de son patrimoine architectural, il y a un dynamisme social qui est assez incroyable, avec des habitants très attachés à leur ville et très acteurs de leur ville. En fait, il y a un tissu associatif qui est extrêmement important. Et, qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut remonter en 2008. Moi, on va zoomer, je ne vais pas vous parler de Roubaix dans son entièreté. On va zoomer sur un petit quartier qui est un peu oublié, qui à l'époque n'a même pas vraiment d'existence. C'est le quartier du Trichon. Le Trichon, c'est une petite rivière qui passe en fait, qui est enfouie sous le terrain. Là, elle passe, là, elle va un petit peu plus loin. C'est coincé entre les Peuls et le centre. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a ce grand terrain qui est ici, mais à l'époque, c'est plutôt ça. Voilà, ça c'est une photo satellite de 2016. Donc voilà, un terrain de 9000 m² qui, comme il ne trouve pas de destination, il est squatté par des Roms, parce que ce qui n'est inutilisé, il y a des populations qui s'en emparent. Et voilà, et il n'y a pas de vie en fait. Il y a un projet urbaniste là, qui est sur les anciennes courées des Portugais, qui est reconstruit avec des beaux immeubles. Il y avait l'université de langues étrangères appliquées là dans le grand bâtiment qui déménage en 2017. Le bâtiment est abandonné et il n'y a pas de projet non plus dessus. Donc forcément, le bâtiment est dépouillé de tout ce qu'il a à l'intérieur et ça devient vraiment une friche en très sale état. Et qu'est-ce qui se passe? En 2008, il y a des habitants roubaisiens, ils sont au nombre de 3, qui se disent, qui ont une sensibilité environnementale très forte et qui se disent, faut qu'on fasse quelque chose. L'écologie, elle, ça se boboise. Nous, on veut montrer qu'on peut faire de l'écologie en quartier prioritaire de la ville, d'une part. Et on veut aussi faire de l'écologie un levier pour transformer un quartier. D'accord? Alors, ça démarre, en fait, sur un enjeu. Donc, ils rêvent, c'est important aussi de se dire où on veut aller et comment on rêve le monde d'après, comment on réinvente la ville qui pourrait résister à nos crises environnementales et sociales. Et ça démarre en fait tout simplement sur une petite parcelle de 120 m² où on construit un bâtiment bois-paille système double flux. Et ça fait 300 m² qu'on finance avec un restaurant, de la salle de réunion et qui offre des temps non marchands pour toutes les initiatives du quartier. Donc on va retrouver ce qui marche bien dans les quartiers, du Ripper Café, des ateliers d'écriture, des cafés citoyens, des conférences. Il y a eu un Fab Lab à une époque. En ce moment, on a pas mal de cours de français. Il y a des goûters sculptures. Voilà, il y a l'embarras du choix. C'est vraiment, chacun peut s'emparer du lieu pour créer de l'activité, du lien social. Et imaginez. Et le fait d'avoir réussi ça, parce que c'était une prouesse en 2010 de construire ce type de bâtiment en plein cœur de quartier populaire, et ça a permis aussi le fait d'avoir un lieu à nous, qui a un gros engagement politique avec un grand P, au sens noble du terme, porté par des citoyens. Ça a pu accueillir d'autres projets, en fait, d'autres citoyens en fait, qui avaient envie de faire d'autres choses et qui avaient un ancrage. Et c'est de là, puisqu'en plus du bâtiment, on avait vu sur cette friche, voilà, vraiment en face, pour vous remettre. Donc on a, vous voyez, le bâtiment, il est tout au bout, là, dans l'ancienne dent creuse. Et donc on avait une vue absolument magnifique sur cette friche. Et on s'est dit, on est allé voir la ville en leur disant, mais si vous n'avez pas de projet, en attendant, donnez-nous l'occupation transitoire, on va en faire quelque chose, on va en faire un bout de nature. Et c'est comme ça qu'en 2015, on a démarré juste sur la parcelle qui appartient
à la ville. Donc tout en haut, vous voyez une sorte un peu plus propre que la grande friche. Donc c'est des anciens parkings où là, juste des habitants qui sont venus et qui ont commencé à faire des jardins partagés. Et en parallèle, se sont mis autour de la table, et c'est ça qui est passionnant, la ville de Roubaix, la métropole européenne de Lille, d'autres institutions comme bailleurs sociaux et les acteurs de l'économie sociale et solidaire du quartier. Et on s'est mis autour de la table en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait du reste? On a réussi sur 120 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on porte comme projet? Il n'y a rien qui se passe sur ce terrain. Et il n'y aura rien qui se passera parce que, je ne sais pas si vous voyez, il y a un mur là. C'est le mur de l'ancienne usine Nollet qui est protégé par les Bâtiments de France parce qu'il a une construction un peu spéciale. Et comme il est aveugle, et ben forcément, on ne peut pas construire de bâtiments. Donc on se dit comment on saisit l'opportunité. Et c'est là que la conjonction de réflexion de différents cerveaux qui viennent de différents univers a pu, et parce qu'on a eu aussi un super bon relais au sein de la MEL quand même, on a pu mettre en place un programme, un marché de recherche et développement sur 3 ans avec l'ambition de reconstituer la vie des sols et que de cette friche, on arrive, je pense qu'il y a une photo un peu plus loin, hop, alors c'est pas une photo, c'est un dessin, mais on arrive à vraiment délimiter une parcelle de 6000 m² où on pourrait produire des fruits et légumes pour le quartier. D'accord ? Comment on a fait pour ça ? Ben, il y a eu différentes étapes. Alors déjà, il y a bien sûr une analyse des sols pour savoir s'il n'y avait pas de pollution. Là où il y avait les plus gros, de manière très localisée, là où il y avait les squats de Rome qui faisaient fondre du plastique pour récupérer la ferraille, c'est leur économie, il y avait des grosses poches de pollution. Donc ça a été excavé pour partir à un nettoyage. Mais sur le reste du terrain, les analyses étaient bonnes. Les seuils de pollution étaient bien en dessous de ce qui est autorisé. Donc, l'enjeu, c'était surtout de recréer la vie des sols qui était complètement morte, puisque pendant 200 ans, il y avait eu une usine qui avait complètement écrasé toute la vie. On se fait accompagner par 3 universités qui continuent à suivre les différentes formes de pollution et puis l'intensité de la vie qui revient dans les sols. Et on utilise différentes formes de compost sur différentes zones pour voir un peu comment la vie du sol se recrée et comment aussi évolue la pollution. Ça a été un gros travail de 3 ans et on a été très heureux d'avoir les premiers tests, c'était fin 2024, de vers de terre production qui confirmaient que la vie du sol était extrêmement bien revenue, d'une part, et de la labellisation agriculture biologique par Ecocert en novembre 2024. Ce qui nous a permis de passer de cette étape de reconstitution de la vie du sol à je vais trop vite. À une ferme maraîchère où on a fait notre première saison de maraîchage. Là, on vient de la terminer en octobre. Il reste quelques courges, si vous voulez en acheter. Elles sont délicieuses. Mais on vient de terminer notre première saison. Et l'enjeu est on a 2 serres aujourd'hui, de réimplanter encore 2 autres serres pour intensifier la production maraîchère. Alors, c'est pas juste, je vais donner la parole à Jamila, parce que cette expérience, en fait, de recréer la nature en ville, de redonner l'opportunité de produire de l'alimentation, en fait, c'est pas juste faire de la production maraîchère, en fait. C'est pas juste une ferme urbaine. En fait, quand on commence à mettre le pied là-dedans, il y a énormément de valeurs qui se créent. Alors du lien social, parce que forcément, avec les jardins partagés, on a mis en place énormément d'ateliers pédagogiques pour accompagner les pratiques au bien manger, avec une pédagogie qui s'appelle les cuisines nourricières, qui réinvente en fait la manière de cuisiner et de s'alimenter. On fait énormément d'activités pour juste que les gens ressortent et retissent du lien. Donc on a un terrain de pétanque, on a une terrasse, on a une piscine de paille de temps en temps, on a un poulailler, des choses comme ça. Et c'est comment on redynamise donc la vie sociale, mais c'est aussi, au-delà de produire, c'est comment on redonne les fonctions du sol, les fonctions de la nature, qui permettent de rendre la ville habitable. C'est avoir un sol vivant, au-delà de pouvoir nous nourrir, c'est un sol qui filtre l'eau, c'est un sol qui stocke du carbone, c'est un sol qui
qui fait îlot de fraîcheur en plein été, parce qu'en quartier populaire, on souffre encore plus que les autres des canicules. Voilà, donc il y a énormément de choses qui se passent. Il y a une super étude de la MEL qui disait que si on avait un espace vert à moins de 10 minutes de chez soi, c'est ça, il y aurait 400 morts en moins sur la MEL. Donc il y a un vrai enjeu d'avoir la nature sur la ville. Et donc, pour ne pas s'en tenir à ça, grâce à Jamila, qui va venir vous l'expliquer, on a d'autres projets qui sont portés pour montrer que c'est autre chose que juste produire de l'alimentation. Jamila Bertram, donc, qui est coordinatrice quartier fertile pour la MEL. Donc Anne-Sophie a parlé de sol et a parlé effectivement de la chance d'avoir eu ce dialogue avec la métropole. Donne-nous les clés de lecture que tu as de ton rôle et puis du regard que tu peux porter sur ce projet et son évolution. En fait, pour vous donner effectivement les clés de lecture depuis la métropole, la friche qui est en face du bâtiment, c'est la propriété de la MEL. C'était un programme de logement qui était prévu et on n'a pas trouvé d'investisseurs et donc on s'est retrouvé avec ce foncier sans usage. Et effectivement, à l'époque, j'avais rencontré Pierre Wolf et puis on a ce collectif issu de la société civile, les termes techniques, qui propose un projet alternatif. Donc c'est vrai que le premier pas, ça a été de signer la charte de gouvernance. Donc c'est un travail interne qui a été fait pour mobiliser les élus dessus. Et surtout, à l'époque, il me restait un peu de budget par rapport au projet initial. Et donc on a posé la question donc au bureau d'études qui nous accompagnait sur... on avait un programme de logement, maintenant c'est une ferme urbaine, comment est-ce qu'on fait ça? Et à l'époque, les experts analysent les sols et nous disent il y a une pollution à la dioxine, on ne sait pas gérer. Donc moi, dans ma carrière, c'est la première fois que j'ai des experts, des bureaux d'études qui nous disent on ne sait pas faire. Et donc c'est comme ça qu'est né le programme de recherche. Un programme de 3 ans avec l'Université Côte d'Opale, avec Junia, avec l'Université de Lille et puis un bureau d'études EACM. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu ce travail de la restauration des fonctions du sol, redonner la vie du sol, mais il y avait aussi, on en a profité pour voir si en fait il y a une hypothèse qui continue d'être partagée avec Junia et avec d'autres laboratoires. C'est une hypothèse qui dit qu'un sol qui est plus résilient, qui est plus fort, avec de l'amendement, avec un accompagnement, peut contribuer à réduire la disponibilité des polluants. Donc ce qui est intéressant avec ce projet et avec ce programme de recherche, c'est qu'à la fois on crée les conditions pour que la ferme urbaine s'installe et en même temps on a travaillé pour faire avancer la recherche sur la restauration des fonctions du sol et sur cette ressource du sol qui est importante. Si on dézoome, si on poursuit, on est arrivé à la fin du programme de recherche sur les sols il y a 2 ans. Et à l'époque, l'idée était de dire, 3 ans de recherche pour reconstituer les sols et ensuite l'installation de la ferme urbaine. Nouvelle difficulté, donc là, ce n'était pas une difficulté technique inhérente au sol, une difficulté scientifique, c'était une difficulté économique, puisque la position du vice-président de la métropole a été de dire oui, mais donc on est dans un foncier en milieu urbain, il y a besoin de terrain pour construire, on a une activité qui n'est pas équilibrée économiquement, c'est pas si évident. En plus, au niveau du PLU, on est encore sur un terrain constructible, on est encore sur cette tension, cette compétition sur l'usage des sols. Et donc, c'est pas si évident de poursuivre, malgré l'investissement sur le programme de recherche sur 3 ans, qui était quand même un contrat de plus d'1 million d'euros. Et du coup, moi à l'époque, je pose la question au vice-président, oui, mais là, on a des opérateurs qui veulent investir, comment on appréhende le sujet? Et donc, on a poursuivi par la thématique de la recherche. Et effectivement, c'est ça qui a donné naissance au projet, c'est écrit en anglais parce qu'on a des financements européens, donc REVOLS pour Reveal and Valorize Life of Soil, révéler, valoriser la vie des sols. Et en fait, avec ce projet, pendant 1 an, on a utilisé ce qu'on appelle les outils de la comptabilité écologique, parce que le message était de dire, si on regarde la création de valeur financière, ben oui, on n'a pas l'équilibre. Mais par contre, si on regarde la création de valeur environnementale,
On a quand même investi 1,2 million sur la restauration des fonctions du sol. On a fait avancer la recherche. C'est un travail aussi qui a été partagé avec les habitants et puis qui fait l'objet d'articles, etc. On crée de la valeur scientifique, on crée de la valeur environnementale en refonctionnalisant les sols, et puis on crée de la valeur aussi sociale, parce qu'on crée du lien, parce que c'est toutes les activités que la ferme urbaine du Trichon réalise. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, c'est la méthode CARE pour comptabilité, le Accounting in Respect of Ecology. En fait, moi j'ai découvert totalement le concept, parce que je m'attendais en termes de résultats à ce qu'on nous dise, ben voilà, quand vous réparez les sols, c'est tant de valeur en euros, parce que c'est ça le message de la comptabilité écologique, c'est que on vient avec des solutions systémiques, environnementales, sociales, mais on nous répond sur des arguments business model économique, euro. Donc là, l'idée, c'était de voir, moi j'imaginais naïvement qu'on allait traduire en euros toute cette valeur qui avait besoin d'être révélée. Et en fait, la comptabilité écologique, ce qu'elle a mis en exergue, c'est finalement d'expliquer pourquoi ce modèle économique est déséquilibré. Il est déséquilibré parce qu'il porte à sa charge des choses qu'il ne doit pas porter. Il porte la dette environnementale. Restaurer, déjà il y avait la dépollution, et ensuite il y a effectivement le travail de la terre pour le ramener à une terre vivante, quelque part c'est rembourser une dette écologique. Et de la même façon, quand il y a des tarifications solidaires qui sont proposées pour que les habitants puissent accéder aux ressources, c'est aussi une dette sociale. Et en fait, le travail du business model a été de distinguer ce qui relève de la dette héritée et qui ne relève pas de l'activité, de la dette interne. Et donc, ça permet d'assainir le modèle économique. Pourquoi est-ce que ça intéresse la métropole ? Parce que la métropole est propriétaire du terrain. Donc, là, il y a la dimension financière, mais il y a aussi la dimension ressources. Et en fait, c'est un moment de se prendre un peu de recul et de se dire, quelque part, est-ce qu'on ne reviendrait pas à une sorte de troc intelligent, puisque nous, en étant propriétaire des terrains, on est propriétaire de cette ressource, d'une valeur. De la même façon, l'activité crée de la valeur. Et là, donc, la prochaine étape du projet, puisqu'aujourd'hui, on a les livrables, on a tous les chiffres. Et la prochaine étape, c'est de prolonger cette mise à disposition des terrains propriété de la métropole, non pas à titre gratuit, mais en contrepartie de cette création de valeur environnementale et sociale. Et ce qui est intéressant avec la méthode CARE, c'est qu'on sait de quoi on parle et de combien on parle. Donc voilà pour le projet. Merci Jamila. Merci beaucoup à vous toutes et tous.